C'est Henri Guénaud qui est l'invité dimanche politique. Aujourd'hui, Edwige Chevrillon nous a rejoint. Bonjour Edwige. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour Henri Guénaud. Bonjour. Beaucoup de questions, on va revenir sur votre livre, vous inquiétez pas, on ne va pas revenir sur l'ensemble du livre. Hein. Jean-Baptiste me regarde déjà d'un air un peu interloqué parce qu'il fait 600 pages, 600 pages juste une histoire de temps, pas plus. Voilà, exactement. Moi, d'abord, j'ai une question à vous poser. Je sais Juste, pas si voyez, moi, j'aime bien faire de la politique comme ça, voilà, réfléchir. Si voilà, mais à la politique télévision, c'est pouvait un peu plus réfléchir, compliqué. oui. Mais bon, on y reviendra néanmoins. C'est ça que j'écris. Est-ce que vous avez vu cette polémique autour de Lafarge-Holcim, le groupe désormais franco-suisse, qui a dit qu'il était d'accord pour construire le mur de Donald Trump, le mur mexicain? Qu'est-ce qu'en pense le protectionniste et le souverainiste Henri Guénaud? Je ne sais pas si je suis protectionniste ou souverainiste. Néanmoins, je pense que même les entreprises privées, même les patrons d'entreprises privées, même les actionnaires ont un devoir de morale aussi. Une conscience éthique, comme dit Emmanuel Macron? Une conscience éthique, comme dit Emmanuel Macron? Non, la morale, une conscience morale. Parce que, voilà, on a bien reproché à beaucoup de gens ce qu'ils ont fait, à beaucoup d'entreprises allemandes par exemple, ce qu'elles ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je tiens, pardon, mais après chacun tranchera ce problème comme il voudra, mais la dimension morale, moi je suis totalement opposé à l'idée que l'économie c'est amoral, que c'est en dehors de la morale, hein, et que la seule chose qui compte c'est de faire le plus de profit possible et d'engraisser le plus ses actionnaires. Non, un chef d'entreprise il est aussi soumis à un jugement moral. Voilà, comme ça, au moins, ça le mérite d'éclat. Ah oui. Alors justement, parce que vous qui êtes un historien, vous avez comparé le programme de François Fillon au programme de Pierre Laval. Alors évidemment, ça l'a fait bondir. Et du coup, vous l'avez répondu, c'est en 1935. Non, vous avez bien expliqué le pourquoi de la chose. Moi, j'ai une question, parce que j'ai lu votre longue lettre que vous avez écrite à François Fillon. J'ai refait un peu d'histoire économique. Moi, la question qui me frappe, est-ce qu'on est vraiment comme dans la crise des années 30? Parce que c'était au lendemain de la crise des années 30. Aujourd'hui, oui, est-ce qu'on est dans une crise qui est comparable à celle des années 30? On est confronté à un risque comparable. D'abord, on a failli avoir pire avec la crise de 2008 que celle des années 30, et nous sommes en train de refabriquer tous les jours toutes les composantes, tous les éléments de la crise des années 30, à la fois économique, sociale, culturelle, intellectuelle et politique. Voilà ma conviction profonde. Donc, lorsqu'on fait dans une période... On est sur le déclin. Non, je n'aime pas le mot déclin. Dans les 30, ce n'est pas le déclin. Dans les 30, c'est une crise morale, intellectuelle, économique sans précédent. Voilà, ce n'est pas un problème de déclin, c'est malaise dans la civilisation, comme disait Freud. De la crise des années 30 sont là, mais on n'y est pas encore. Et les tensions déflationnistes sont très fortes. On ne fait pas une politique de déflation dans un contexte déflationniste. Voilà, c'est irresponsable. Voilà mon sentiment. Et encore une fois, il faut arrêter de penser qu'on peut faire de la politique sans tenir compte de ce que pensent les gens, de ce que ressentent les gens, des souffrances qu'ils éprouvent, hein, de la psychologie collective, et dire aux gens... Il n'y avait pas d'autre comparaison que Pierre Laval. Non, je trouve que dans les manuels de l'histoire économique, c'est quand même celle qui ressemble le plus. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment la même idée. Mais à l'époque, vous savez, c'était un gouvernement de droite modéré, aussi conservateur. C'était pas l'extrême droite en 1935. Hein. Voilà, simplement, ça n'a pas marché, ça a fait souffrir beaucoup de gens, ça a évidemment permis la victoire du Front populaire. C'est pas ce qui nous est arrivé de pire, parce que pour répondre à votre question, je préfère le Léon Blum du Front populaire avec les congés payés et les 40 heures plutôt que la il y a un autre aspect. Du reste on trouve très souvent dans vos propos, c'est sur la politique industrielle de l'État. Vous dites que l'État doit être un État fort, d'avoir une politique énergétique très forte. Et alors, il y a une phrase qui m'a un peu attiré là. Vous dites notamment, regardez, la participation de Renault, de l'État dans Renault, pardon, a permis à éviter, en quelque sorte, quand même, la japonisation de Renault, vous savez, avec l'alliance Renault. C'est ce que M. Macron a fait de mieux. Voilà. Quand il était ministre de l'économie, oui. Moi, ma question, c'est quand vous voyez PSA qui prend le contrôle de l'allemand Opel, est-ce que les Allemands auraient dû s'opposer à la prise de contrôle d'Opel, même si c'était passé ils se sont opposés à tellement de choses, vous savez. Donc, vous savez, les Japonais ne sont pas opposés à la prise de contrôle de... Non, mais est-ce que c'est pas l'avis des entreprises de racheter d'autres entreprises? C'est pas ça le sujet. Rappelez-vous, nous avons une entreprise française, avec un chef d'entreprise français qui vole au secours d'une entreprise, à l'époque, une entreprise automobile japonaise. Et on va permettre de mettre des Japonais à tous les postes de responsabilité et de changer la culture de l'entreprise à ce point. Eh bien, c'est le rôle de l'État aussi que de veiller de temps en temps à ce que cela n'arrive pas. Voilà, je trouve ça tout à fait normal. EDF doit être 100% public.
public. Mais oui, parce que là, c'est un tout autre problème. EDF, en n'étant pas 100% public, est assis entre deux chaises. Celle d'une entreprise publique, instrument de politique industrielle, de politique énergétique, que l'État utilise par la force des choses, et d'autre part, les intérêts de ses actionnaires privés. Alors, soit vous abîmez la fonction entreprise publique et instrument de politique économique, soit vous niez les intérêts des actionnaires privés. Il faut clarifier les positions et les rôles. Arrêtons de tout compliquer. EDF, ça doit être une entreprise à 100% publique, et il faut arrêter la séparation, avec la séparation des réseaux de transport, de distribution et de la production. Il faut refaire une entreprise unique et à 100% publique, et après nous nous occuperons d'autre chose. Henri Guénaud, quand même, un mot sur votre livre. Vous dites la question économique est la grande question politique de notre temps. Oui. Pourtant, on parle peu d'économie. Hein. C'est vrai que on parle de rien dans cette campagne. On parle ni d'économie, ni d'école, ni rien du tout. Rien du tout. Et vous dites qu'il faut regarder cette étrange relation que l'économie entretient de nos jours avec l'impuissance de la politique. Oui. Mais est-ce que parce que justement les entreprises, elles se sont réformées, mais pas certains États en l'occurrence? Non, mais c'est une blague. Et la crise de 2008, c'était la faute des États. Les entreprises, elles se sont réformées. Les États, ils se sont beaucoup réformés aussi, en bien ou en mal. Les entreprises aussi, d'ailleurs. Parce que, par exemple, l'idée de faire des entreprises qui n'avaient plus qu'une seule, des pure players, vous savez, c'était pas forcément une bonne idée. L'idée de gérer les entreprises par le stress et par la tension, c'était pas forcément une bonne idée. C'est-à-dire, toutes les entreprises du monde ne se portent pas bien, et toutes les idées managériales des dernières décennies n'ont pas été fécondes. Voilà. Donc, il faut réformer l'État, il faut réformer toutes les organisations, méritent d'être réformées au fur et à mesure que le temps passe. Simplement, ça ne doit pas nous amener à nier le rôle de l'État dans la défense des intérêts d'une nation, des intérêts économiques et culturels, car l'enjeu de l'économie, il est aussi culturel. Merci beaucoup. Merci Edwige d'avoir été avec nous. Voici les questions des auditeurs d'RMC pour vous, Henri. Merci. Et c'est Elisa Bertholomé qui est leur porte-voix ce dimanche. Bonjour Elisa. Bonjour Henri Guénaud. Une première question de Patrick, il a 59 ans, il est ingénieur, on l'écoute. Bonjour Monsieur Guénon, je suis militant républicain à UMP depuis plus de 20 ans. Je suis beaucoup l'actualité, je vous ai entendu, et franchement, dans le débat actuel par rapport à l'alternance qu'on attend tous en 2017, je ne vois pas à quoi vous servez. Quel est votre rôle? En quoi êtes-vous positif et acteur pour notre mouvement par rapport à l'élection qui arrive? Question franche de Patrick, quel est votre positionnement? Réponse franche, je ne fais pas de la politique pour servir simplement mon parti politique. Je fais de la politique pour servir une certaine idée de la France. Ce qui m'intéresse, c'est la France, c'est l'avenir de la France, c'est l'avenir de mon pays, c'est l'avenir des Français, et ça n'est pas... Le parti, c'est un moyen. Pardon, je ne sers pas mon parti, je sers mon pays. Voilà, si nous ne sommes pas d'accord là-dessus, alors effectivement, nous sommes d'accord sur rien. À vos yeux, je ne sers à rien, mais à mes yeux, vous abîmez la politique. Voilà, réponse franche à question franche. Bon. Et d'autre part, je ne vois pas, je ne me reconnais pas dans le programme qui est celui de François Fillon, je ne me reconnais pas dans les idées qui aujourd'hui sont présentées aux Français, je ne vois pas pourquoi je m'obligerai à les soutenir malgré tout. Ces idées ne sont pas bonnes pour la France. Ce programme n'est pas bon pour la France, et le candidat dans la situation où il est ne peut pas avoir la légitimité et l'autorité nécessaire pour gouverner. Voilà. Ça sert peut-être à rien de le dire, mais moi, ça me fait plaisir de le dire, et je pense que c'est mon rôle. Sinon, je fais autre chose que de la politique. Henri Guénaud, est-ce que vous serez candidat à votre réélection dans les Yvelines au mois de juin prochain? Mais ça n'est pas la question aujourd'hui. Je ne prendrai cette décision qu'après les présidentielles. Voilà. On a entendu que vous vous êtes montré très critique à l'encontre de votre parti. Est-ce que vous ne craignez pas, si vous êtes candidat à votre élection, que les Républicains mettent quelqu'un face à vous? Les Républicains feront ce qu'ils voudront. D'abord, je ne reçois aucune leçon. J'ai donné plus à ma famille politique que quiconque, hein, qui aujourd'hui, moi, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que je milite, 30 ans en dehors que je ne demande aucun mandat, sauf en 2012. Voilà, ça fait 30 ans que la politique, pour moi, a signifié des sacrifices pour moi, pour ma famille, etc. Donc je n'ai absolument rien à demander. Je me déterminerai en fonction de ma conscience. Autre question. Mais vous savez, les partis, hein, ils ne meurent pas du fait qu'il y ait des débats à l'intérieur, qu'il y ait des caractères. Non, ils meurent d'ennui, ils meurent du verrouillage, ils meurent du fait qu'on ne peut plus entendre qu'une seule voix. Et dans l'état où ils sont aujourd'hui, quand on entend une voix, eh bien, on n'est quand même pas déçu du voyage. Hein. Et bien alors, Xavier, justement, 33 ans, fonctionnaire, a une question pour vous, il fait entendre sa voix, on l'écoute.
Bonjour Monsieur Guénaud. Moi je voudrais savoir, en fait, vous vous présentez à l'élection présidentielle. Après avoir dit que les députés finalement avoir sous-entendu que vous n'étiez pas très bien payés, j'aimerais comprendre comment vous pouvez expliquer votre absentéisme à l'Assemblée nationale. Mais j'ai pas d'absentéisme à l'Assemblée Vous nationale. n'étiez pas très Je actif. suis, Henri je Guénaud. suis sans doute l'un des plus présents à l'Assemblée. Vous pouvez Mais aller vous n'étiez pas interroger très les actif. huissiers. Quand on Voilà. regarde les Oui, mais derniers regardez- travaux que vous avez rendus, dernière question gouvernement 28 octobre 2015, une PPL, proposition de loi Pourquoi ? pendant Parce que toute c'est la ça le rôle. mandature en Pourquoi ? 2014, C'est ça le rôle et du dernière prise parlementaire. de parole en C'est commission ça le en rôle. 2013. Non, Henri Guénaud, vous je n'étiez ne pas prends très pas assidu. je prends pas la parole en commission. Vous savez, la commission, ça se fait par groupe. Hein. Donc on discute entre soi. Et moi, quand les 10 députés ont posé 10 fois la même question, juste pour être dans les statistiques, bien je ne pose pas la mienne. Voilà, parce que c'est la même que les 10 précédents. Quand 50 députés déposent 50 fois le même amendement, je ne dépose pas pour la 51e fois mon amendement. Mais pardon, je ne suis pas absent, je suis là, et je suis certainement un de ceux qui a été le plus présent. Merci beaucoup. Voilà. Merci Elijah d'avoir été avec nous. Merci Henri Guénaud pour votre présence dans BFM. Faire juste une remarque, que c'est, j'espère qu'on trouvera 500 consciences civiques parmi les élus pour faire en sorte que cette élection ne ressemble pas à ce à quoi les partis pour ressembler. Voilà. C'est-à-dire que, franchement, voilà, je mets les élus locaux en face de leur conscience. Merci. Hein, quand ils ont à décider des parrainages, ne soyez pas indifférents au sort de la nation. Et méfiez-vous. Merci beaucoup Henri Ce Guénaud. qui va nous arriver, vous en serez tous comptables. Merci Voilà. d'avoir été avec nous. Tout à l'heure, c'est Jean-Pierre Mignard, proche de François Hollande, mais qui a rejoint Emmanuel Macron et le mouvement En Marche, qui